Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h. Pour asseoir l'autonomisation des jeunes filles déscolarisées, le ministre en charge de la formation professionnelle et celui de la défense et des anciens combattants se donnent la main. Plus de 50 jeunes filles viennent de bénéficier d'une formation de 6 mois au centre agroalimentaire de Sibi. Agibou Koulibaly nous en parlera. Pendant ce temps, les élèves du lycée Notre-Dame du Niger sont informés de l'impact du mariage de la jeune fille sur sa scolarisation. Maïmouna Guindo a suivi les débats. Dans notre dossier de ce lundi, dans le viseur de Brahma Traoré, certains fidèles qui font le choix des imams rapides au détriment de ceux qui prennent de longs versets coraniques pendant le mois de Ramadan au moment des prières surérogatoires. Hors du Mali, au Rwanda, le président Paul Kagame a été réélu à la tête de son parti, le Front patriotique rwandais. Et puis au Kenya, l'opposant Raila Odinga suspend ses marches de contestation de lundi et de jeudi pour s'asseoir autour de la table de négociation avec le président William Ruto. Pendant ce temps, les États-Unis se préparent à une comparution historique. L'ancien président Donald Trump, mis en accusation, va faire face à un juge demain mardi. Et puis en sport, Fotigi Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Il nous parlera de football avec le championnat national et de basketball. Notre pays abrite à partir de cet après-midi un tournoi international U16 garçons et filles. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 3 avril 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, direction Koulouba où le président de la transition a présidé ce matin la traditionnelle montée des couleurs instaurée depuis son arrivée au pouvoir le premier lundi de chaque mois. Cette cérémonie aux couleurs de ce lundi 3 avril a réuni autour du colonel Assimi Goïta plusieurs membres de son cabinet et le personnel de la présidence. La cérémonie a consisté à hisser au sommet du mât le drapeau tricolore du Mali, à savoir le vert, le jaune et le rouge, au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. À Sibi, plus de 50 jeunes filles déscolarisées de 18 à 21 ans, après 6 mois de formation, pour faciliter leur insertion socio-professionnelle, viennent de recevoir leur attestation. Parmi les récipiendaires, 8 orphelines de militaires. Déroulée au centre agroalimentaire de Sibi, elle a été rendue possible grâce à une synergie entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle et le ministère de la Défense et des anciens combattants. Envoyés spéciaux à Sibi, Agibou Koulibaly et Karunga Konati. Selon un adage chinois, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Centre agroalimentaire de Sibi et leur partenaire allemand, la Fondation Klaus Tira, ont fait leur cet adage en formant ces filles déscolarisées de 18 à 21 ans dans le domaine de la transformation agroalimentaire. D'où cette remise d'attestation en fin de formation de 6 mois. Fadi Walet Litini, porte-parole des apprenantes. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est une journée dont nous nous souviendrons longtemps. Ce mois passé au centre Fir Dance, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontre et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort. Au lieu de jouer la carte de chacun, pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Colonel-major Brahma Samake, directeur du service social des armées. Si les 50 filles, dont 8 orphelines des militaires, ont bénéficié et la prise en charge a été totale pendant les 6 mois de leur formation par les centres, elles ont toutes également bénéficié au cours de la formation des tests de dépistage du col de l'utérus. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est un sentiment très fort parce que c'est le couronnement de 6 mois de travail de jeunes filles, formation en transformation agroalimentaire, qui va assurer à ces jeunes filles la possibilité de créer, soit de créer des activités génératrices de revenus pour elles ou d'être embauchées, donc renforcer leur employabilité. Et ça s'inscrit dans la politique de notre gouvernement qui insiste sur le fait que c'est important que la question de l'emploi est transversale et que nous devons tous y consacrer nos énergies.
Le ministre Doumbia s'est dit persuadé que cette formation est un moyen important d'accroître l'employabilité des jeunes filles dans la vie sociale. Après Sibi, retour à Bamako, non loin des berges du fleuve Niger et précisément au lycée Notre-Dame du Niger où les lycéennes sont informées sur les dangers du mariage précoce. Le thème de cette conférence est l'impact du mariage de la jeune fille sur sa scolarisation. L'initiative est soutenue par le pôle d'excellence pour la langue française. Maïmouna Guindo pour le compte-rendu. Cette rencontre fut une occasion pour les lycéennes de mettre en lumière la thématique choisie qui est l'impact du mariage de la jeune fille sur sa scolarisation. Confronter les idées et faire jaillir la lumière des discussions tout en cultivant l'excellence est l'objectif de ce rendez-vous. Madame Dolo Aminata Sagné, enseignante au lycée Notre-Dame du Niger. Les PELF sont là pour la promotion de la langue française, pour l'encadrement des enfants, pour leur formation. En un mot, pour l'excellence. Voilà, donc c'est une bonne initiative d'organiser des débats pour améliorer leur niveau. À l'issue de leur intervention, les élèves extrêmement captivés par le sujet ont étalé leur talent de narratrice et ont beaucoup appris car elles étaient dans des conditions idoines. Lucie Konaté, élève au lycée Notre-Dame du Niger. Je pense que les autres peuvent tirer parti de ce qu'on a fait, s'inspirer de nous et faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. La session a permis à ces jeunes filles d'être mieux outillées sur les conséquences, surtout du mariage précoce chez les jeunes filles. Satisfaits de cette deuxième session, les organisateurs comptent bien continuer sur cette lancée. L'association Autisme Mali a célébré pour la 2e année consécutive la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme pour que la maladie soit mieux connue et que les malades puissent avoir une prise en charge médicale et scolaire. Mariam Koulibaly. L'autisme est un trouble du comportement qui apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. C'est pour sensibiliser sur ces handicaps qui touchent un enfant sur 100 dans le monde, surtout les garçons, que la présente rencontre est organisée par l'association Autisme Mali. Aïssata Ouattara, présidente de l'association Autisme Mali. L'autisme est un trouble méconnu. Les enfants sont exclus, marginalisés. Donc c'est pour travailler pour le changement de regard que nous avons initié les journées de célébration de l'autisme. La journée qui a mobiliser les enfants autistes et parents a permis d'étaler les difficultés liées à l'autisme. Il s'agit notamment des stigmatisations et le problème de socialisation de ces enfants, une phase très difficile pour les parents. Sédou Boiré, parent d'enfants autistes. Ne pas pouvoir communiquer avec son enfant, vous ne pouvez pas imaginer. Et l'enfant, parfois, il veut venir dire ces choses, il n'arrive pas à le dire. Vous avez quelque chose qui fond dans votre poitrine. Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Il s'agit aussi d'un problème transversal qui concerne non seulement la communauté, les parents et l'État. D'où l'importance de cette sensibilisation qui, je l'espère, va toucher tout ce monde que je viens d'évoquer tantôt. La ministre, interpellée pour l'éducation de ses enfants, a pris l'engagement de revoir la situation de ses enfants atteints de l'autisme au Mali. Actualité hors du Mali, au Rwanda, le 35e congrès du Front patriotique rwandais, le parti présidentiel, s'est tenu ce week-end à Kigali. Le président Paul Kagame, qui avait face à lui Abdul Karim Harerimana, a été réélu à la tête du parti. À moins d'un an et demi de la prochaine élection présidentielle prévue en août 2024, le nouveau comité exécutif du FPR va travailler sur la prochaine possible candidature du président Paul Kagame. Le président, de son côté, ne s'est pas exprimé pour un nouveau mandat présidentiel pour le moment. Au Kenya, le chef de l'opposition Raila Odinga renonce aux manifestations antigouvernementales et accepte le dialogue avec le président William Ruto. Depuis 2 semaines, il appelait à des marches 2 fois par semaine, lundi et jeudi, manifestations qui avaient été émaillées de violences, notamment dans la capitale Nairobi. Raila Odinga continue également d'affirmer que la victoire à la présidentielle lui a été volée. Sur ce point, le président William Ruto n'a pas laissé de porte ouverte. Il a affirmé que la Cour suprême du pays avait déjà définitivement tranché ce litige au mois d'août dernier. Aux États-Unis, New York s'apprête à une comparution de justice historique. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un ancien président est mis en accusation et va faire face à un juge. Demain, Donald Trump fera les 6,5 km jusqu'au tribunal dans un cortège officiel
Une fois qu'il aura franchi les portes du tribunal, Donald Trump se rendra directement au 15e étage pour faire face au juge. On lui égrenera les nombreux chefs d'accusation, on enregistrera ensuite ses empreintes digitales, mais il a négocié de ne pas être menotté selon ses avocats. Après Donald Trump ne parlera pas à New York, il a prévu de repartir très vite en Floride une fois qu'il aura plaidé non coupable devant le juge et il va s'exprimer depuis sa résidence de Floride. Et puis, la Russie a adopté une nouvelle stratégie de politique étrangère désignant les États-Unis et l'Occident comme étant à l'origine de menaces essentielles pour Moscou. Des bouleversements sur la scène internationale obligent la Russie à adapter ses documents de planification stratégique, notamment la conception de la politique étrangère de la Russie, a indiqué le président Vladimir Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité nationale. De façon générale, la politique de l'Occident visant à affaiblir la Russie par tous les moyens est caractérisée par une guerre hybride des nouveaux genres. La nouvelle stratégie de politique étrangère russe repose sur le principe que les mesures anti-russes prises par les pays inamicaux seront constamment combattues avec sévérité si nécessaire, a également estimé Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lors de ce Conseil de sécurité nationale. Enfin, plusieurs pays producteurs de pétrole ont annoncé une réduction de leur production jusqu'à la fin de l'année pour stabiliser le marché à partir du mois de mai. Parmi ces pays, l'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Ces géants pétroliers évoquent une mesure de précaution visant à stabiliser le marché. Cette annonce qui a été faite hier dimanche a eu des conséquences sur beaucoup de bourses financières ce matin puisque les prix du baril du pétrole ont bondi. 13h11, actualité nationale. À présent, pour parler de notre dossier de tous les lundis. Ce lundi, c'est le 12e jour du mois de Ramadan, un mois durant lequel les fidèles musulmans multiplient les prières et adorations de Dieu. Les mosquées deviennent à cet effet la principale attraction et connaissent une grande affluence. Mais depuis quelques années, un phénomène semble attirer l'attention des uns et des autres, celui de la recherche par certains fidèles des mosquées où les imams sont rapides. Le constat devient plus réel pendant les prières surrogatoires après la rupture. C'est ainsi que les mosquées où les imams prennent de longs versets sont évités au maximum. Le grand format de ce lundi s'intéresse à cette attitude de certains musulmans. Il est signé Brahma Traoré. Dans cette mosquée, difficile de se trouver une place quand la prière débute. Et cette mobilisation des fidèles musulmans n'est observée que pendant le mois de Ramadan. Et le constat devient plus saisissant au cours des prières surrogatoires après la rupture du jeûne. Si certaines mosquées font le plein, d'autres cherchent fidèles et n'ont pas sans raison. Mamadou Kontaga est un fidèle musulman. Après la rupture du jeûne, on a envie de se reposer. Il y a donc des imams qui sont rapides. Prier derrière eux permet de retourner rapidement à la maison. L'attitude de Mamadou Kontaga est bien partagée par Suleiman Sagara. Lui aussi est un partisan déclaré de l'imam prompt. Selon une formule imagée du quinquagénaire, la prière ne doit durer que 2 temps, 3 mouvements. Le constat est général aujourd'hui. Dans les mosquées où les imams prennent de longues sourates, les jeunes se font rares. Il y a surtout des vieux qui ont un certain temps. Moi, je pense qu'on peut aller un peu vite pour terminer à temps. C'est un phénomène qui semble s'enraciner dans le comportement de beaucoup de fidèles pendant le mois de Ramadan. La recherche des mosquées et autres lieux de prière où les imams sont rapides devient un réflexe de certains, comme Moussa Doumbouya. Je suis à l'aise quand je prie derrière un imam prompt. Et l'autre avantage, c'est que cela me permet de me concentrer sur la prière et de finir tout. Quand accomplir son devoir religieux à la mosquée devient un simple acte de présence, c'est le cas pour Salia Sissi et Abouakar Kouyaté, des adeptes de la promptitude et un même souci, retrouver vite les plats déjà prêts. J'aimerais prier derrière un imam rapide parce que après la rupture, quand on boit de l'eau, des kangalibas et quand on mange, on ne sera pas trop à l'aise, quoi. On sera pris un peu par la nourriture. Bon, j'aimerais qu'on fasse la prière rapidement. Après une journée d'abstinence, prier derrière un imam prompt
permet de finir à temps et d'aller prendre son repas ou de passer à autre chose. La philosophie du Ramadan est ainsi foulée aux pieds. Or, pendant 6 mois, le musulman se doit de se dédier plus à son Créateur, de multiplier les prières et adorations notamment, des actes qui doivent être accomplis dans la sérénité, conformément aux recommandations islamiques, bien que tel ne soit pas l'avis de ses fidèles. L'inconvénient de prier derrière un imam traînant, on reste longtemps debout au risque d'être moins concentré et de penser à autre chose. Pour moi, l'imam, qu'il soit prompt ou traînant, cela n'a aucun impact sur la foi. Je reproche aux autres imams d'être lents, car surtout pendant ce mois de Ramadan, il fait très chaud. Ils peuvent avoir des gens qui sont malades dans la foule, qui peuvent s'évanouir. Pour moi, ça n'a pas d'impact sur la foi, car si l'imam, même s'il est rapide, s'il prononce bien les paroles, les sourates, et que les gens comprennent, ça peut aller. C'est difficile de tenir derrière un imam traînant. Quand la prière devient très longue, je me demande si l'on peut finalement se concentrer. On risque de penser à autre chose qu'à Allah. De l'avis de l'islam, la prière n'est pas une course de vitesse. L'accomplir selon les normes est une exigence absolue selon Al-Hassan Ba, islamologue. La prière requiert un certain nombre de conditions et de normes. Ces conditions-là, lorsqu'elles sont remplies, la prière, elle est valable. Dans un hadith quasiment authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la prière elle-même prie pour celui qui l'observe. Et la prière peut maudire celui ou celle qui l'observe. Voir un fidèle musulman ou une fidèle musulmane chercher que la rapidité dans la prière, vraiment c'est inquiétant. Ça peut tout de suite nous amener à nous interroger sur le degré de la foi de la personne qui fait ces pratiques-là. N'est pas imam qui le veut. Exercer cette tâche nécessite une certaine connaissance et surtout une bonne conduite, précise l'islamologue. Cet imam en question doit être formé parce qu'il y a une jouissance dans la prière. Il y a une joie extraordinaire dans la prière lorsqu'on l'observe comme il faut. Et quand on ne l'observe pas comme il faut, elle devient un fardeau. Et raison pour laquelle on voit que la personne veut tout de suite finir et partir, se retrouver dans son grain ou se retrouver dans d'autres activités. De tels imams doivent en réalité cesser de faire ces pratiques-là et vraiment donner à la prière tout son sens, toute sa dimension spirituelle. Une condition fondamentale pour être au rendez-vous des récompenses, car accomplir de façon correcte ses obligations religieuses reste le chemin bien tracé et sans embûche. Mais à vouloir emprunter un autre, la destination deviendra certainement incertaine. Lui, il a emprunté le chemin de venir parler de sport dans ces 13 heures. Il sera là dans un instant, même s'il est adepte d'une prière longue. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Fotigui Tunkara dans ce 13 heures. Bonjour Fotigui. Bonjour Ousmane Dao, bonjour à tous. Tout d'abord, balle au panier, le tournoi international de la discipline U16, filles et garçons que notre pays abrite, donne son coup d'envoi cet après-midi, donc dans peu de temps au Palais des Sports. Oui, absolument, absolument Ousmane Dao. Ce sera donc au Palais des Sports Salamatou Maïga, comme vous le dites, à AC 2000. En match d'ouverture à 15h, la Guinée-Conakry affrontera la Côte d'Ivoire chez les garçons. Puis à 17h, le programme nous propose la même affiche Côte d'Ivoire-Guinée chez les filles. Le Mali effectue sa première sortie à 19h30 temps universel. Ce sera contre l'Algérie chez les filles. La même affiche Mali-Algérie revient à 21h30 cette fois-ci chez les garçons. En initiant ce tournoi, l'objectif de notre pays est de préparer ses équipes pour le prochain Afrobasket de la catégorie prévue au mois d'août en Tunisie. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Maître Jean-Claude Sidibé, le président de la Fédération malienne de basketball que nous avons joint au téléphone. La Fédération malienne de basketball vise un seul objectif, préparer nos deux équipes nationales U16 filles et garçons, parce que nous avons l'Afrobasket U16 filles et garçons en Tunisie, à Monastir, au mois d'août prochain. Donc vous savez que le Mali en filles est détenteur de la coupe pour la 7e fois, et on va aller chercher le 8e titre en Tunisie. Nous sommes détenteurs une fois chez les garçons, et nous sommes en train d'aller chercher notre second titre. Donc ce tournoi va nous permettre de voir un peu les différents réglages avec l'encadrement des filles et des garçons, pour qu'on ait la meilleure équipe possible et qu'on puisse amener cette Coupe d'Afrique à Bamako.
Voilà, on va donc souhaiter bonne chance donc à nos deux équipes. À préciser que ce tournoi international de basketball U7 filles et garçons qu'abrite le Mali du 3 au 7 avril et regroupe la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et tout naturellement notre pays, le Mali. Et direction Koulikoro pour parler du championnat national avec la 13e journée qui est programmée dans la capitale du Méguétan. Oui, il y a un seul match au programme cet après-midi et c'est celui qui va opposer Black Star de Badalabougou à l'US Bougouni. Le coup d'envoi du match est prévu à 16h30 au stade Diarra H de Koulikoro. Le programme se poursuivra mardi avec Binga El Seba, Asko Iswas mercredi, Afé Yélin jeudi et Real 11 Cratère vendredi. Toutes ces rencontres se jouent à 16h30 au stade Diarra H de Koulikoro. Déjà hier, le Djolba AC a été accroché par les COV 0-0. Samedi, le stade Malin de Bamako de son côté a également été tenu en échec par l'AS Police 0-0. L'AS Bakardia de Baravili à Ségou a disposé de l'AS Kita 3-1. On termine par les compétitions africaines des clubs. L'AS Real de Bamako perd à Monastir face au club de la localité. C'était en 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération phase de poule. Oui, les Scorpions se sont inclinés. Les Scorpions de Bamako se sont donc inclinés 2-1. Défaite sans conséquence pour l'AS Real qui, avec 5 points, conserve sa 3e place du groupe devant le TP Mazembe qui compte 3 points après sa défaite 1-0 sur ses propres installations face à Young African de Tanzanie de notre compatriote Djigui Diarra. Les Tanzaniens terminent ainsi cette phase de poule en tête du groupe D avec 13 points devant les Tunisiens de l'US Monastir 13 points également. Autre résultat de cette ultime journée, Diable Noir du Congo et Motiba Pembe de la RDC ont fait match nul 0-0 à Sek Mimosa, gagné contre River United 1-0. Pyramide a battu Futur FC 2-1. Le SMLG a dominé Al-Akdar 4-1. Marumo Galante s'est imposé devant Saint-Éloi Lupopo 2-1. Saint-Éloi Lupopo de notre compatriote Mohamed Magasuba. Asko de Kara et Far Rabat ont fait match nul 1 but partout. Tout comme Young African et l'US Monastir dans le groupe D. Qualifiés pour les quarts de finale, Marumo et l'USM Alger dans le groupe A, Asec Mimosa et River United dans le groupe B, Farraba et Pyramide dans le groupe C ont également validé leur billet pour les quarts de finale, dont le tirage au sort aura lieu mercredi à 18h30 temps universel au Caire en Égypte. Merci Fotik Tungara. Vous savez, j'ai retenu un nom dans votre passeport. Lequel? Morimo Galante. Et c'est sur ce nom, à 13h passées de 22 minutes à Dramani à Logo Saoussiré, région de Caï, que se referme cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation, dossier Babadjara, mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Prions pour la paix dans notre pays.